Bon, je vais peut-être commencer. Je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nom de l'Institut national d'histoire de l'art. Je suis particulièrement heureux de lancer cette nouvelle session de l'INHA Lab. C'est le 6e collectif de jeunes chercheurs qui est accueilli à l'INHA. Alors normalement, d'abord et avant tout, dans les locaux de l'INHA, physiquement, pour y mener des manifestations, physiquement, concrètement. Dans la situation que nous connaissons, évidemment, les modalités sont un petit peu différentes. Une partie de la résidence se déroule comme ce webinaire aujourd'hui, de façon virtuelle. Nous espérons que ça permettra à ces jeunes chercheurs qui se sont réunis autour du thème de la lecture artiste de pouvoir toucher un public plus large, d'avoir des discussions plus nombreuses. Mais nous espérons aussi qu'assez rapidement, ils pourront réintégrer les locaux de l'INHA. Ces résidences ont été lancées il y a un certain nombre d'années lorsque nous nous sommes rendus compte que l'INHA devait faire place à la jeune recherche. Bien entendu, il y a à l'INHA de jeunes chercheurs, essentiellement des doctorants et des post-doctorants qui occupent des postes de pensionnaires ou de coordinateurs ou coordinatrices de la recherche. Mais ces jeunes chercheurs et ces jeunes chercheuses sont présents dans le cadre de programmes qui sont organisés par l'INHA même. Il nous a semblé qu'il relevait de notre rôle de fédération de tout ce qui peut se faire dans le domaine de l'histoire de l'art en France, d'accueillir des projets de recherche qui n'appartenaient pas à l'INHA, qui en étaient totalement indépendants et autonomes, mais qui pouvaient fonctionner de manière libre à l'intérieur de l'écosystème de l'INHA. C'est une bourse à travers laquelle l'INHA met à disposition un budget. Je n'ai pas de notes qui me disent le montant du budget, donc je l'oublie aussitôt que j'ai signé l'ordre de dépenses pour ce sujet, mais un budget qui permet effectivement de tenir un certain nombre d'activités et un lieu, une salle autour de la rotonde de l'INHA. Et vous savez peut-être que les jeunes chercheurs de l'INHA ont lancé des assises de la jeune recherche en histoire de l'art et en archéologie qui devaient avoir lieu ce printemps et qui aura lieu à l'automne, et que précisément ils l'ont appelé Rotonde. Donc tout ça est relativement cohérent. C'est un titre qu'ils ont donné sans d'ailleurs que ce soit l'INHA qui s'en mêle en tant que tel. On veut rester dans la même idée d'autonomie de la jeune recherche. C'est ce qui a donné ses fruits dans le passé, me semble-t-il, à l'INHA. Je pense notamment à des séminaires qui se sont tenus sur la question du féminisme en histoire de l'art, qui se sont tenus il y a maintenant une dizaine d'années et qui ont dit de façon importante la recherche, qui ne pouvait pas, d'une certaine manière, pour tout un ensemble de raisons, se trouver directement à l'INHA, enfin en tout cas parce que personne n'en avait eu l'idée. Mais en revanche, Alain Schnapp, à l'époque, avait eu l'idée d'accueillir ces jeunes chercheuses essentiellement qui faisaient cette proposition. Donc, on s'est inspiré en quelque sorte de cet esprit pour cette résidence INHA Lab. Chaque année, il y a un appel à candidature. L'appel à candidature pour la prochaine résidence est ouverte et j'invite celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas participants au projet La lecture artiste à candidater pour cette prochaine résidence. Je suis très frappé de voir que ce collectif qui a candidaté et dont la candidature a été retenue est un collectif extrêmement divers qui correspond tout à fait à l'état d'esprit que nous avions eu avec France Nerlich quand nous avons mis en place cette résidence. Je veux dire par là que c'est très volontairement que nous n'avons défini ni ce que c'est qu'être jeune, ni ce que c'est qu'être chercheur, ni ce que c'est que constituer un collectif. Il y a pour des raisons budgétaires et fiscales la nécessité d'en passer par une association, mais l'idée est bien que ce soit ouvert d'une manière très large, qu'il puisse y avoir
Je ne vois pas forcément les têtes auxquelles je pense ici, mais sur le net, mais je vois leur présence dans la liste des porteurs du projet, des brassages de génération. Il peut y avoir également des statuts extrêmement différents ou des appartenances à des mondes assez différents qui vont, grosso modo, de celui de l'histoire de l'art stricto sensu telle que cette discipline est enseignée dans les universités, dans les écoles d'art, dans les écoles de design, mais aussi d'artistes, mais aussi de chercheurs dans des disciplines parfois voisines de l'histoire de l'art, parfois extrêmement éloignées. Et c'est tout le pari de cette résidence que de faire en sorte également, en fait, que l'activité de tous les historiens de l'art qui sont présents dans la Galerie Colbert en temps de non-confinement, de non-limitation de l'accès aux salles, de non-limitation des conférences, etc., puissent en bénéficier. Nous avons en temps normal plusieurs milliers d'historiens de l'art, de jeunes historiens de l'art qui viennent à l'INHA pour y suivre des cours, des séminaires, les jeunes conservateurs du patrimoine en formation, etc. Bref, l'idée est aussi, et j'ai vu en passant Galerie Colbert, enfin quand je passe Galerie Colbert, que effectivement la salle qui est dédiée à l'INHA Lab était en train de prendre forme, de recevoir des meubles nouveaux qui vont, je pense, se garnir d'un certain nombre d'objets, en particulier de livres, d'après ce que j'ai compris, mais pas seulement, et faire en sorte que quand tout le monde aura pu reprendre le chemin des lieux physiques et d'une forme de convivialité plus directe, ça sera un lieu certainement de rassemblement et de diffusion des idées qui sont menées par ce collectif. Voilà, je crois que j'ai assez parlé et je passe la parole tout de suite avec grand plaisir à Lison Noël, qui est une des chevilles ouvrières de ce collectif La Lecture Artiste. Merci Eric Dechassé. Nous remercions l'INHA de nous accueillir pour cette résidence que j'ai le plaisir d'ouvrir et qui est consacrée à la lecture artiste, comme le dit notre nom de collectif. Alors, qu'est-ce que la lecture artiste? C'est l'ensemble des usages et pratiques de la lecture par les artistes. Pour notre collectif de recherche, il s'agit de mettre en évidence le fait que lire, pour les artistes, permet très souvent de nourrir des pensées artistiques et parfois de produire des œuvres. Ces pratiques et usages de la lecture sont très divers. De même que les manières d'aborder le vaste champ de recherche couvrent la notion de lecture artiste. Le programme de notre résidence reflète cela, cette diversité de façons de lire et de façons d'étudier ces façons. Ce soir, nous voulions ouvrir notre résidence par une discussion entre nous toutes et tous du collectif. Nous allons évidemment survoler les sujets que nous traiterons de manière plus approfondie pendant les 4 mois ou 3 mois et demi de la résidence, parce que nous n'avons que 2 heures devant nous et que nous sommes nombreux et nombreux. Nous voulions donner un aperçu néanmoins de ce que nous avons prévu, de ce sur quoi nous avons prévu de travailler pendant cette résidence. Un point technique pour les spectateurs et spectatrices, si vous voulez poser une question, vous pouvez cliquer sur Q&R en bas de l'écran, ou vous pouvez aussi cliquer sur lever la main et on pourra vous donner la parole. À toi, Noémie. Nous n'entendons pas Noémie, juste pour vous. On va vous montrer des images de la salle Roberto Longhi, dans laquelle nous serons installés jusqu'en juin et où nous pourrons recevoir du public dès le 16 avril, si tout va bien. Alors, l'installation n'est pas encore terminée, il manque avant tout des livres, mais nous voulions vous montrer l'espace et les modules, tables, tabourets, bibliothèque, conçus par Bénédicte Doraval et Oscar Selguero et réalisés par Judith Esquinas. Oscar et Judith, voudriez-vous nous dire 2 mots sur ce design? Would you like to tell us a few words about
space design, Oscar? Sure. I will say it in English, so I apologize. I am happy to be invited by this program. I am based in New York and I'm a designer. I'm very much interested in books. That's a really big part of my practice. It's called the Anti-Library, and I focus on experimental publications that are speculations about the future of humanity in different fields. So this space was inspired by the idea of circulation of a library is like this circulation of books, circulation of thoughts and ideas. So develop this system of modular tables where anybody that comes in that has the chance to come to the space, they can adapt in different ways and generate new connections with the books across the table. And yeah, that's basically the inspiration for that. I also would like maybe to have Judith explain some of her process and her thoughts, basically also because her point of view is more from sculpture and artist practice. Merci Oscar. Merci aussi Lison et Noémie. Moi j'étais enchantée de commencer à participer par ce projet, par la fabrication donc, de ces meubles dessinés par Oscar Salguero et Bénédicte Raval. Et en fait, un peu comme dans le travail de sculpture, la réalisation de ce mobilier, j'ai commencé par jouer. Donc en effet, c'est vraiment des éléments. Et comme vous pouvez voir sur les images, les demi-tables, par exemple, circulaires, on peut soit les mettre en table ronde, donc qui sont une forme de retrouvailles, on va dire, particulière, ou alors comme une circulation en serpent, comme on a vu sur les images. Et on espère que tout le collectif va s'emparer au fil des mois, quand il pourra de nouveau accéder à l'espace, s'emparer de ces différentes façons d'utiliser le mobilier, donc qui n'est pas figé, mais qui va, on espère, vraiment circuler dans l'espace, et qui, dans la réalisation, ça a été très agréable de voir en fait que le mobilier est déjà fait pour accueillir des livres. Donc ce dont parlait Oscar dans cette idée d'accueillir les pensées et les livres, c'est quelque chose qui se retrouve vraiment dans la manipulation des formes. Voilà. Merci Judith. Je profite que tu as la parole pour te poser une question par rapport à ce dont on a discuté pendant l'installation de ces modules vendredi dernier, où tu me disais que quand tu lisais, tu recopiais les livres. Pourquoi et que fais-tu de ces passages recopiés? Comment nourrissent-ils ton travail de sculptrice? Alors en effet, comme à l'ensemble du collectif, donc on m'a posé la question par rapport à l'annotation des livres. Et les premiers livres que j'ai eu envie d'annoter ne m'appartenaient pas. Ils étaient empruntés à la bibliothèque, des livres épuisés, donc je ne pouvais pas me procurer. Et donc pour garder une trace, donc pas seulement mentale, mais aussi physique, j'ai commencé par recopier des passages et finalement quasiment l'entièreté du livre. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était une façon d'enregistrer le livre en quelque sorte, donc à la fois visuellement et à la fois dans la main. Donc ces passages-là devenaient une façon de les enregistrer dans ma mémoire. Et donc j'ai continué à avoir cette pratique. Alors après, les livres que j'ai aussi pour pouvoir un peu faire circuler les livres, parce que j'aime les partager tout simplement, et que de laisser le livre neutre, d'en garder une trace à part. Donc même si mon livre circule, je peux garder les éléments avec lesquels je vais continuer de travailler physiquement. Voilà, c'était un peu dans cette double envie. Et après, la manière dont ça ressort dans mon travail, je dirais pas que plastiquement, je me suis jamais servi de passage. Par contre, ils ont une présence visuelle autre que celle du livre imprimé, d'une typographie qui serait mécanique. Du coup, je me la réapproprie, on va dire, par mon tracé, quoi. Voilà. Merci Judith. Merci. Nous allons profiter de cette résidence pour inviter des curateurs et curatrices à prendre part à nos réflexions. Benoît Jaudoin se propose d'interroger les liens entre la lecture artiste et le commissariat d'exposition. Benoît, peux-tu nous dire un mot sur la table ronde que tu prépares? Oui, certainement. Merci Lison. Salutations depuis Montréal pour l'instant. Voilà, moi j'avais envie de poser cette question-là de la lecture artiste en rassemblant des curateurs et des curatrices qui font usage de la lecture et en fait de discuter avec eux
sur les manières par lesquelles leurs expositions travaillent la lecture. Alors, pour vous donner 2 ou 3 mots sur ce qui m'a mené à une telle réflexion, en fait, ben, ça accompagne, si vous voulez, un mouvement dans le monde de l'art sur la scène internationale dans les 10 ou dernières années, où finalement, on s'est attelé à théoriser de façon assez importante le travail curatorial. Je pense à des gens comme Maria Lind, curatrice, mais aussi à des théoriciens, théoriciennes comme Béatrice von Bismarck, Irit Rogoff ou Jean-Paul Martinon, qui ont proposé, entre autres, une distinction entre curating et curatorial. Et je trouve que cette discussion est intéressante. Cette distinction, en fait, elle est intéressante. En fait, l'un, curating, désignerait plutôt l'organisation des expositions, alors que curatorial désignerait une sorte de pensée émergente de la pratique curatoriale, une sorte de philosophie du curating. Alors, c'est de définir donc une sorte de pensée qui émergerait de ce processus. Euh, la pensée du curatorial s'intéresse donc à la mise en relation d'objets, d'images, d'artistes, de spectateurs, évidemment de curateurs. Ça vise à reconnaître une sorte de travail d'agencement qui crée des constellations de sens, pour reprendre l'expression de Paul O'Neill. Et aussi, ça pense le travail curatorial comme une forme de relation. Alors, d'où la question finalement, qu'en serait-il de la relation de l'exposition à la lecture? Quelle serait la place du livre dans cette sorte de constellation de sens? Comment le potentiel relationnel, qui, on le sait, est inhérent au geste de lecture, se redistribue-t-il dans l'espace de l'exposition et à travers les différents acteurs de l'exposition, artistes, spectateurs, institutions, curateurs? Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu rassembler des curateurs et des curatrices dans le cadre d'une table ronde pour cette résidence de recherche. Pas nécessairement pour revenir sur ce grand débat sur la distinction entre curating et curatorial, mais plutôt pour saisir l'invitation que cette pensée force, c'est-à-dire de véritablement refuser de penser le curating en transparence, de le voir vraiment comme un travail qui relève à la fois de la création et de la pensée. Donc, j'ai voulu réunir pour cette table ronde des curateurs et des curatrices qui ont accordé une place véritablement centrale à la lecture dans leurs expositions. Lucas Morin, qui a été co-commissaire avec Lotte Hart de l'exposition de Candice Lynn A Heart White Body, présentée en 2007 à Béton Salon. François Piron, que vous connaissez bien, qui a beaucoup travaillé sur les essais de Raymond Roussel et qui travaille actuellement sur ce que le SIDOM a fait d'Elisabeth Lebovici. Et également Léa Bismuth et Arlène Bercellino-Courtin que nous allons entendre dans un instant. Alors, pour faire court pour cette table ronde-là, nous allons tout simplement discuter librement afin d'essayer de mieux comprendre comment l'exposition travaille la lecture. Voilà. Merci Benoît pour cette mise en bouche. Arlène, est-ce que tu veux continuer et nous dire quelle est la place que prend la lecture artiste dans ta pratique de curatrice? Avec plaisir. Tout d'abord, merci Lison, merci Benoît, merci l'INHA pour cette invitation et cette table ronde à venir. Je suis ravie d'être là ce soir et d'échanger avec vous. Alors, je dirais que au sein, par exemple, d'un groupe de curateurs, curatrices français ou en lien avec la scène française, qui est notamment l'association CEA, je milite pour un commissariat d'auteur, donc qui est en effet vraiment lié à l'autorat en fait, de l'exposition. Et dans ce cadre-là, ma pratique de curatrice et mon approche du curating est vraiment essentielle et essentiellement liée à la lecture, donc pas l'objet livre, mais plutôt la pratique. Et donc, ça prend en fait plusieurs formes. Je dirais qu'en tant que curatrice, c'est vraiment le cadre de réflexion en fait qui amène l'exposition. Donc ça sous-entend en effet beaucoup d'échanges avec les artistes, une sorte d'état de l'art en fait finalement on pourrait dire, commun entre les artistes que j'invite, mes propres lectures et toutes les diversités de lectures. Donc ça peut être en effet des œuvres d'ordre littéraire, de théorie plus littéraire, des essais, de la poésie, des journaux ou des journaux de recherche.
ou de simples notes, donc à la fois des notes directement en fait dans les ouvrages reliés, dans l'objet livre, mais aussi des notes en dehors. Et je dirais en fait que j'ai surtout aussi une pratique de la lecture qui passe par l'objet physique livre, mais de plus en plus, et notamment en fait là pendant le confinement et après, par en fait l'objet PDF qui permet en fait aussi d'avoir tout un système de recherche en fait d'hyperliens qui est inhérent au texte écrit qui apparaît en fait sur la page via l'écran. Et je dirais en fait que ce modèle-là influence aussi ma pratique du curating et permet vraiment une forme d'hypertextualité en fait finalement avec les artistes. Donc c'est un nouvel espace, l'espace du texte qui accompagne l'exposition, mais qui existe aussi en tant qu'œuvre ou espace autonome à considérer comme tel. Et par exemple là sur voilà, des contextes, des expositions récentes, j'ai notamment travaillé avec une artiste norvégienne qui s'appelle Anne Lippard, dont c'était la première exposition en pays francophone. Et on a travaillé ensemble sur plusieurs sources, plusieurs livres, et notamment un extrait de Fragments du discours amoureux de Roland Barthes, donc de 77, et qui s'intitule Fade Out, qui a donné son titre à l'exposition. Et après, par rapport en fait à la lecture artiste, je dirais que c'est aussi central dans une autre de mes pratiques, qui est la recherche indépendante, la recherche autonome. Et dans le cadre d'un doctorat de recherche, puisque ma thèse en études américaines que je mène à Paris-Nanterre étudie les phénomènes de passage, de transfert, d'appropriation entre la lecture d'une artiste, donc c'est Yvonne Rainer, une des figures pionnières de l'avant-garde nord-américaine, et sa lecture d'un ouvrage en particulier, qui est Pour un nouveau roman d'Alain Robbe-Grillet. Un sujet d'intérêt commun entre toi et moi. Voilà, absolument, qui nous a donc fait nous rencontrer Oui. et nous a permis d'élaborer, d'initier beaucoup d'échanges et d'autres à venir. Oui, j'espère. Léa, est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont la lecture artiste aussi peut intervenir dans la réalisation de tes expositions? Tu as notamment réalisé un cycle d'exposition d'après l'œuvre de Georges Bataille, intitulé La traversée des inquiétudes. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il constituait une lecture artiste collective de Bataille? Merci Lison, merci à tous. Tout d'abord, je trouve que c'est formidable de réfléchir ensemble à ces questions-là, en ouvrant le champ en effet au métier de l'exposition et à cette drôle de place du curateur, donc de la curatrice auteur. Parce que comme Arlène, je suis absolument d'accord avec cette idée-là que le commissaire est auteur et qu'il, du coup, produit du texte et fait usage de texte. Et qu'il y a cette notion de pratique et de physicalité du livre, finalement, qui va impliquer réellement les artistes. Pour commencer peut-être à dire quelques mots de ce projet que tu évoques, Lison, en effet, la traversée des inquiétudes, ça avait comme objectif assez fou, parce que je savais que je pouvais faire une exposition qui allait s'ordonner pendant 3 ans. Donc, j'ai décidé d'en faire une trilogie, tout simplement, et de prendre comme terrain de jeu collectif la pensée de Georges Bataille. Alors évidemment, c'était extrêmement ambitieux, mais l'idée, c'était surtout de s'en emparer, d'en faire un usage. Et j'emploie cette expression vraiment volontairement, puisqu'il Bataille l'emploie lui-même aussi. Il s'agit de faire usage des textes. Alors peut-être que c'est ça, la lecture artiste, je ne sais pas. En tout cas, dès le départ, ça nous mettait en situation d'un acte de lecture possible. Je pense que cette notion de l'acte, elle est importante, et peut-être qu'on pourra y réfléchir plus longuement. Est-ce que quand on parle de lecture artiste, on parle d'un acte de lecture?
Et est-ce que ça voudrait dire qu'on en fait une transformation ? De là, si on parle d'un acte de lecture, on arrive forcément à la question d'un acte d'écriture. Et de là, on pose la question, là, en l'occurrence, d'une écriture collective, dont le commissaire serait comme une sorte d'aimant, en fait, autour duquel l'exposition pourrait s'élaborer. Pour ma part, j'ai toujours réfléchi la notion d'écriture collective au sein même de ce projet-là, comme on en parle au théâtre. Le modèle théâtral a pour moi été fondamental, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de ça, l'écriture collective, l'écriture au plateau, des choses qui revenaient beaucoup, une écriture qui est capable d'inclure les modalités de l'improvisation, mais à un moment donné, on fixe les choses. Et de la même manière, le modèle théâtral m'avait donné envie de travailler ces questions parce qu'on pouvait faire une libre adaptation. Cette notion de libre adaptation, elle a été très importante. On peut librement adapter une œuvre au théâtre, au cinéma et pourquoi pas dans une exposition. À partir de là, j'ai l'impression qu'on se libère aussi d'une volonté soit de recherche universitaire qui viserait à délivrer un savoir, soit en tout cas, on se décolle du texte et on peut en faire quelque chose. Et de là, un chantier évidemment s'ouvre. Et ce qui m'intéresse, je crois, et on parlera peut-être de bataille, mais d'autres sources, c'est comment on va déceler dans le texte source des potentiels d'imagination et d'écriture, ici et maintenant, pour notre présent. Et c'est là qu'on a besoin des artistes, bien sûr, pour faire résonner tout ça. On pourrait très bien prendre Épicure, Bataille ou Baptiste Morisot. Finalement, tout ça, c'est aussi un terrain de jeu en mettant un livre au centre de la table, on crée un espace curatorial, en fait. Après, ça s'agence dans une exposition, on a plus ou moins de moyens, plus ou moins de temps, mais je crois que c'est un geste avant tout. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et sur la question de la constellation, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Quand on parle de constellation, on parle d'exposition, en fait. Et peut-être une chose que je peux ajouter rapidement, mais c'est que à l'issue de ce travail-là, qui a été la traversée des inquiétudes, qui m'a pris quasiment 5 ans, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de mettre en circulation un désir de texte. Et c'est une formule que j'emprunte au texte du séminaire de Roland Barthes, voilà, pour reprendre une référence qui a déjà été nommée. Voilà. Merci Léa pour ces riches perspectives et pistes de réflexion. Pour rester sur la question du collectif, je vais passer la parole à Jérôme Dupeyrat, qui prépare une journée intitulée Lecture artiste et communauté lectrice, qui aura lieu le 23 avril en salle Vasari, si tout va bien. Jérôme, peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consistera cette journée ? Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, c'est un travail qui fait suite à une réflexion que j'avais amorcée il y a 2 ans lors des premières journées organisées par le collectif La Lecture Artiste, de journée d'études, et qui part d'une remise en question de l'idée que la lecture serait une pratique fondamentalement individuelle, voire solitaire. Il y a une sorte de lieu commun tout à fait classique autour de l'image du lecteur ou de la lectrice comme personne seule, et qui pourrait aussi se revalider assez facilement quand on s'intéresse aux usages de la lecture par les artistes, si on considère que l'artiste est souvent vu lui-même ou elle-même comme une figure très subjectivée et individuelle. Or, on sait que ce n'est pas forcément le cas. Et donc, il s'agirait de s'intéresser plutôt à l'idée que l'activité de lire est aussi une activité qui produit des communautés ou qui se produit à travers des communautés et qui se construit dans ce double mouvement.
des communautés d'échelle très variables qui peuvent se construire soit par l'interaction des membres qui la composent au sein de groupes constitués comme tels, ou bien des communautés informelles et virtuelles, je dirais, qui sont liées à des usages ou à des cadres de réception lorsque des artistes lisent la même chose, lorsque des artistes lisent de la même manière ou lisent dans les mêmes situations peut-être, mais sans forcément qu'ils ou qu'elles constituent des groupes à proprement parler. Et donc, il s'agirait, lors de cette journée qui aura lieu le 23 avril, si tout se passe bien, de regarder ce qu'il en est de cette approche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est des communautés que forment les artistes à travers leur lecture et à travers les pratiques qui se rapportent à la lecture. Alors, non seulement les artistes, mais en réalité, peut-être plus largement aussi les acteurs, les protagonistes du champ de l'art. C'est-à-dire qu'on peut aussi associer aux artistes ici d'autres figures que sont celles qui ont déjà été évoquées, du commissaire d'exposition, du critique d'art, et également celle ou de la graphiste. Ce que le 23 avril, pour le 23 avril, j'ai en fait proposé à un groupe de personnes qui forment en quelque sorte un réseau de lecteurs et de lectrices de se retrouver pour qu'on réfléchisse ensemble à ces questions. Il s'agit d'artistes et de designers graphiques qui toutes et tous sont également enseignants en école d'art ou d'architecture. En l'occurrence, Laurence Catala, Brice Domingue, Catherine Guiral et Laurence Farr, ainsi que des étudiantes et des étudiants de l'école de l'Institut supérieur des arts de Toulouse, l'école d'art de Toulouse. Et l'idée est que ces personnes ont en commun un certain nombre d'expériences de lecture collective à travers plusieurs projets en cours. Et l'idée est un petit peu de partir de ce réseau de lecteurs de cette petite communauté lectrice, pour l'élargir lors de cette journée de travail, l'élargir à toutes les personnes qui seront présentes, pour réfléchir à ces enjeux de ce que j'appelle communauté lectrice, telle que si la journée se déroule telle qu'elle est censée se dérouler dans l'idéal, c'est-à-dire si les choses vont mieux d'ici le 16 avril et qu'on peut effectivement l'organiser in situ à l'INHA, l'idée est d'organiser une table ronde autour de ces sujets, de proposer des projections de films et aussi surtout des expériences de lecture collective à travers des pratiques qui prendront la forme d'ateliers, de performances et qui seront des occasions d'éprouver concrètement des situations de lecture ensemble. Voilà en quelques mots de quoi il s'agira. Merci Jérôme. C'est un programme alléchant, surtout en cette période où on n'a pas vraiment l'occasion de se rencontrer. Ce serait une belle occasion de nouveau être ensemble et faire des choses ensemble et notamment lire ensemble. Je vais passer ensuite la parole rapidement à Mathieu qui nous a rejoint pour que tu nous dises un mot de ce que tu prévois de faire pendant cette résidence. Donc, il y aura le lancement du numéro 3 de ton journal, ainsi qu'un atelier qui s'appelle le Club de lecture performatif. Et également, aussi, tu travailleras un hors-série de ton journal. Bonsoir tout le monde. Oui, du coup, en fait, là, je travaille actuellement sur le numéro 3 de ma revue qui s'appelle Journal. Et Journal, en fait, c'est une revue un peu particulière parce que c'est une revue qui est montrée que sous forme de performance. Il y a déjà deux numéros qui existent. Et là, il y a le numéro 3 qui va sortir. Donc, je vais présenter le numéro 3 au cours de cette résidence. Et après, il va y avoir 3 temps une sorte de club de lecture performative où en fait c'est des moments où à plusieurs on va travailler un peu le lien entre lecture, performance et comment la performance peut mettre en jeu des choses de la lecture qui s'écartent aussi de la lecture en soi, qui sont pas forcément du théâtre mais qui sont pas forcément que du texte. Du coup on va lire des extraits de textes ensemble, on va performer des choses, on va tester des choses, expérimenter. Donc voilà, c'est un peu les choses. Merci Mathieu. Merci. On va ensuite écouter la communication de Francis Reynaud intitulée « Ce que lit la main ». Francis Reynaud est artiste, il est diplômé de l'École supérieure de Clermont-Ferrand et il poursuit actuellement des recherches doctorales en arts plastiques à Rennes 2. Il va nous faire une restitution partielle de son enquête en cours sur les lectures d'artistes. C'est à toi. Merci.
et bonjour à toutes et à tous et merci de suivre l'ouverture de la résidence. Par ce texte, je vais vous parler de mes recherches. Noémie, c'est Noémie qui lira les citations. C'est ça. Engager une recherche doctorale en art plastique sur les lectures d'artistes, c'est comme regarder un vortex et jeter des livres dedans pour voir quelles œuvres d'art en sortent, ou jeter des œuvres d'art dans ce même vortex pour voir quelle littérature en sort. Un vortex est un tourbillon qui se produit dans un fluide en écoulement. Le tourbillon me paraît être l'image idoine pour représenter le rapport de la lecture à la création. Je suis artiste et j'ai plusieurs fois pensé lors de mes expositions que j'étais à la recherche d'une équivalence sentimentale à des impressions douloureuses de lecture. Je cherche, en plus d'exposer mon travail, à tapisser secrètement l'environnement des textes que je lis. Les lectures d'artistes peuvent les solliciter, elles peuvent exprimer leur personnalité, leur goût ou plus largement leur culture, et entrent souvent d'une façon ou d'une autre dans la jeunesse de leurs œuvres. Patrick Corillon, artiste belge, a dit lors d'un entretien, on n'entend pas. On commence sur le son n'était pas activé. Ouais. Je me rendais compte que si, en prenant mon café dans mon bistrot habituel, je surprenais quelqu'un en train de lire un livre que j'avais beaucoup aimé, j'étais jaloux. Quelqu'un que je ne connaissais même pas n'avait pas le droit de connaître ce sentiment d'intimité qui m'avait lié à ce livre. C'était comme si cette personne pouvait me connaître malgré moi. C'est un sentiment très riche. Le fait d'avoir à partager un trésor commun exige de mettre en jeu à chaque fois ce phénomène d'appropriation. Merci. Le son est plutôt fluctuant, quand même, je vous dis. Peut-être qu'il faut se mettre plus en face. Bref. Je mène une enquête non exhaustive sur les lectures d'artistes, et il n'est pas toujours facile de les connaître. Demander à un artiste ce qu'il lit, c'est entrer dans l'intimité à la fois de sa bibliothèque et souvent aussi de son atelier. Cette enquête est basée sur des échanges de nature diverses, entretiens, échanges épistolaires ou expériences artistiques. Je vous livre ici non pas un compte-rendu, mais une esquisse, un croquis, un travail préparatoire au développement de cette réflexion. Je partage mon écran pour vous montrer des images. Lire toujours. À la question posée à Julien Bismuth, est-ce qu'il a déjà rencontré des œuvres littéraires ou des auteurs dans lesquels il trouvait des échos de son travail? Il m'a répondu oui et non. Si vous voulez, je le fais. Bon, c'est pas grave, je peux lire tout seul. Oui et non, ou plutôt de manière tangentielle. Il y a par exemple chez Roberto Bolaño une manière de construire une phrase, de filer une métaphore qui m'inspire. Il y a chez Manchette, Flaubert et Echenoz une économie et une précision qui est aussi quelque chose que je cherche parfois à retrouver dans ma pratique. J'aime la manière dont Henri Michaud navigue entre le dessin et l'écriture, mais aussi la manière dont Raymond Roussel le fait, très différemment dans son travail. Mais tous ces rapports sont des rapports précis, non pas des rapports d'identité spécifiques de posture ou de démarche qui, sans être tout à fait les miennes, entretiennent une certaine sympathie, une amitié même, avec mon travail, ma démarche artistique. Julien Bismuth lit beaucoup, énormément même. Il perçoit sa pratique comme une forme d'écriture littéraire, qui se déploie à travers des formes et des pratiques visuelles et plastiques. Est-ce que vous voulez tenter une citation ou pas? Vas-y, j'entends. J'ai souvent l'impression que ce que je fais principalement en tant qu'artiste, c'est lire. Lire des textes, mais aussi des formes, des images, des situations, des espaces, des rapports. Produire, c'est aussi lire, tout comme montrer ou exposer présuppose le fait de regarder, penser, interpréter ce qu'on a fait avant de l'exposer. Ça marche très bien. France Valdiccioni, de son aveu, lit tout le temps. Tout, même ce qui ne se lit pas, ou par erreur, parce que ça ressemble à de la typographie ou à une forme d'écriture cursive. Ça va de la phrase dans le métro à la tâche à côté de la phrase.
du graffiti sur un carrelage à celui sur la portière du wagon, de la liste des ingrédients et additifs sur la boîte de soupe, au mode d'emploi de l'ampoule avec ses mises en garde. Elle lit évidemment des livres, des magazines, des fanzines. Je lis en ligne et en papier, la presse, des articles téléchargés. Je lis les menus des applications, les étiquettes. Je lis tout ce qu'il y a à lire, même la ponctuation. La lecture est indissociable de son travail. Dans son cas, c'est facile à dire puisque le texte figure souvent physiquement dans sa production, ne serait-ce que par les titres à rallonge, l'intégralité des conditions générales de vente ou encore arrachez les œillets, détruisez leurs dindes, éclatez leurs bordures, faites-moi plaisir mon petit, #1, c'est l'image qu'on voit. Pour ces deux artistes, lire, c'est réfléchir, créer, et cela leur permet de rester concentrés sur la création. Ce sont moins des lectures que la lecture, l'activité de lire, qui les inspire. Traduire, adapter. Pour Boris Achour, la lecture de Witold Gombrowicz, Cosmos en particulier, a été très importante. Il y a trouvé des problématiques qui étaient déjà présentes dans son travail, des échos très forts avec les choses qui l'intéressaient, la notion de fragment, la notion de chaos, la notion d'absence de sens au monde, les signes que l'on suit et qui amènent autre part, ou encore l'aspect érotique. Il le voit presque comme un miroir, avec des liens très forts avec les choses qu'il sent dans son travail. Il en a fait une série d'œuvres et d'expositions, Cosmos, où étaient présentées des choses aussi diverses qu'une porte automatique qui s'ouvre et se ferme de façon aléatoire, ou 40 mètres linéaires de boîtiers de cassettes vidéo, dont les codes visuels des jaquettes empruntent à une très grande variété de genres cinématographiques. Elles sont toutes différentes, mais chaque film est invariablement intitulé Cosmos et réalisé par Boris Achour. C'est visible, tout ça, c'est visible sur son site, pas le site de la galerie, son site à lui. Ou alors, une grosse tête qui tourne en chantant la lambada. Boris Achour adapte avec liberté, traduit avec humour, en proposant une création plastique qui n'est jamais éloignée de la rhétorique. Les œuvres sont mots, les expositions se font phrases, le texte d'Émilie Renard au sujet d'une des pièces intitulée Cosmos, celle des cassettes vidéo reprend un énoncé de Laurence Weiner. De nombreux objets colorés, placés côte à côte pour former une rangée de nombreux objets colorés, devient de nombreuses poules colorées placées côte à côte, nommées dans l'URL du site de Boris Achour, Renard Poule 2002, côte-côte, Renard Poule. Non-lecture. Ismaël Barry m'a confié au moment de notre entretien qu'il essayait d'habiter avec des livres, des catalogues d'artistes, qu'il souhaitait en être entouré. Il ne lit plus de livres qui traversent son travail. C'est peut-être dû, selon lui, à ce qu'on pourrait penser comme une hyper-littéralisation d'un rapport au savoir et à la volonté de s'en éloigner. Pardon. Je précise qu'Ismaël a fait une thèse en art plastique il y a une dizaine d'années, qu'il a beaucoup lu et qu'il lit encore beaucoup. Pour Laurent Tixador, artiste ô combien engagé dans ce que nous pourrions simplement appeler la décroissance, lire, c'est aussi consommer. Et pour lui, les artistes sont plutôt producteurs que consommateurs. Cela ne veut pas dire qu'il ne lit pas, loin de là, mais il ne lit pas en période de production. Quand il est en déplacement, quand il fait une marche, il ne prend jamais un livre. Déjà parce que c'est un poids supplémentaire, et puis surtout parce qu'il fabrique une histoire, son histoire, et qu'il n'a pas envie d'entrer dans l'histoire d'un autre. Il a envie de vivre son histoire à fond. Mathieu Mercier, lui, m'a dit clairement que la littérature n'était pas une source d'inspiration pour son travail, qu'il s'intéresse à l'art parce qu'il est synthétique et que les meilleures œuvres mettent souvent en échec le langage. Le travail de Patrick Corillon regorge d'anecdotes souvent liées à la littérature. Dans l'important entretien réalisé par François Bazzoli en décembre 1996, il évoque la série de travaux de Patrick Corillon que sont les plaques émaillées, relatant des potentiels micro-événements liés à des écrivains et à des artistes. C'est peut-être ici que Paolo Uccello fixa un crochet légèrement décentré au dos d'une de ses toiles pour que son futur propriétaire en rétablisse chaque matin le fragile équilibre. Il raconte que l'idée de ses œuvres lui est venue lors de la visite de la maison de Charles Dickens à Londres, où se trouvait sur un mur un cartel indiquant que les chercheurs avaient tenté de retrouver la couleur originelle du papier peint de Dickens et qu'après un véritable travail d'archéologue,
il s'était aperçu que les murs, à l'origine, étaient blancs. Les plaques émaillées sont une façon pour lui, je le cite, de jeter un pont entre le lieu imaginaire et le lieu réel. Dans son journal, raconte encore Courillon, Flaubert explique que si dans un roman, il devait décrire une fête normande, il imaginait complètement comment elle devait être, mais avant de publier son livre, il sillonnait la campagne normande pour trouver une fermette qui correspond parfaitement à celle qu'il avait imaginée. Ce n'était plus la réalité qui lui servait de modèle, mais l'inverse. Courillon a, d'une certaine manière, une façon de créer une réalité artistique à partir d'une autre réalité, une réalité fictionnelle. Les espaces créatifs et littéraires se collisionnent pour n'en faire qu'un. Lecture de résistance. Quand j'ai demandé à Stéphanie Charpin ce qu'elle lisait, elle m'a répondu que depuis quelques mois, elle pourrait acheter l'intégralité de la librairie Quilombo à Paris. Voici comment la librairie Quilombo se présente. Des livres sur des luttes sociales, le mouvement révolutionnaire, l'anarchisme, l'antifascisme, le féminisme. Les livres édités par des éditeurs engagés sont privilégiés. Des revues, journaux et fanzines politiques, militants et de contre-culture sont aussi présentés. Elle a été fortement influencée par les livres Les Russes de l'intelligence, la métisse des Grecs de Détienne et Vernant, La part maudite et l'expérience intérieure de bataille, Le rituel du serpent d'Abby Warburg, Le style rustique d'Ernst Kriess et les livres de Rosalind Krauss. Mais elle constate un changement depuis quelques années. Je la cite. Ce sont surtout les conditions de fabrication et de diffusion qui m'intéressent dans mes lectures. Il faut que le contexte soit en accord avec ce que je défends à travers mes formes. Avant, je ne ressentais pas le besoin de lire des choses théoriques et engagées dans des questions de domination de classe, de genre, etc., car mes sculptures sont par nature féministes, transgenres, sauvages, anti-patriarcales. C'est leur raison d'être. Elles se sentent agressées, elles ripostent. Mais j'ai compris que cette résistance naturelle devait être accompagnée, augmentée et réfléchie par des textes théoriques et militants. La lecture de Stéphanie Charpin est à l'image de sa sculpture, puissante, sombre et infatigable. Les livres comme des noisettes. Pour Virginie Yassef, je reprends ces mots, les choix sont très instinctifs et bien souvent aussi elle lit ce qu'on lui conseille. Elle a toujours beaucoup aimé les lectures que lui conseille Julien Wismuth. Les choix sont aléatoires, mais soutenus par quelque chose qu'elle a à l'esprit. Un projet de travail artistique, par exemple, qu'elle cherche à nourrir, à orienter, à enraciner. Elle a une réserve de livres chez elle, comme des noisettes qu'un écureuil aurait stockées dans le tronc creux d'un arbre. Certains remontent à la surface lorsqu'ils croisent des idées. Elle les a choisis dans des librairies où elle va de temps en temps. Là, elle regarde des titres, des noms, elle en reconnaît certains, elle les ouvre, lit quelques lignes et décide si quelque chose l'attire. Parfois, alors qu'un mot ou la formulation d'une phrase la dérange, elle repose le livre immédiatement. Le style compte énormément. Certaines phrases font apparaître des formes, et sans doute que certains livres font aussi apparaître des ensembles de formes. Voyage au Beaubourg. En échangeant avec Sarah Tritz, j'ai senti que la littérature était omniprésente dans son travail. J'avais l'impression que ses lectures étaient liées à son atelier et à sa façon de travailler. Elle m'a dit que le choix de ses lectures était intuitif, mais qu'elle se précisait d'année en année. Elle pense que ses lectures ne sont pas dues au hasard. Elle a par exemple énormément de monographies d'artistes et elle en achète très régulièrement, beaucoup de femmes. Elle m'a aussi dit quelque chose que j'ai trouvé assez beau. Elle aimait traîner au rayon journaux et magazines de Beaubourg et elle trouvait drôle de voir qui regarde ça. Il y a des gens de plusieurs nationalités. On peut consulter n'importe quel journal de n'importe quel pays. C'est aussi une façon de voyager. L'ouverture du Duchamp-Bolagno. Je finirai cette présentation par une pirouette, ou plutôt une sorte d'ouverture comme aux échecs. On pourrait l'appeler l'ouverture du Duchamp-Bolagno. Duchamp vit à Buenos Aires en 1918, quand il apprend la mort de son frère Raymond, la mort d'Apollinaire et le mariage de sa sœur Suzanne avec le peintre Jean Crotty. Il leur envoie un présent, un cadeau de mariage, un ready-made.
C'est un précis de géométrie qu'il lui fallait attacher avec des ficelles sur le balcon de son appartement de la rue de la Condamine. Le vent devait compulser le livre, choisir lui-même les problèmes, effeuiller les pages et les déchirer. Suzanne en a fait un petit tableau. Le ready-made malheureux de Marcel, c'est tout ce qu'il en reste puisque le vent l'a déchiré. Duchamp dit « Ça m'avait amusé d'introduire l'idée d'heureux et de malheureux dans les ready-made. Et puis la pluie, le vent, les pages qui volent, c'est amusant comme idée. » Ce ready-made malheureux, on le retrouve dans 2666, le gros livre de Roberto Bolaño. Le ready-made malheureux, ce livre devient le testament géométrique et appartient au personnage d'Amalfitano, un professeur de philosophie qui vit à Santa Teresa. Il lui appartient, mais il ne se souvient pas l'avoir acheté et pas davantage que quelqu'un lui en eût fait présent. Après avoir cherché en vain la provenance de ce livre, après avoir imaginé son auteur espagnol, sa passion pour la géométrie, sa passion pour la poésie, sa vie d'universitaire ou peut-être d'enseignant dans un établissement secondaire, imaginant même ses élèves, des gamins de 15 ou 16 ans regardant par la fenêtre, le ciel éternellement couvert de la Galice en hiver et la pluie tombant à plein seau, il choisit de suspendre le livre sur l'étendoir à linge de son jardin mexicain. Et là, il se sent vraiment soulagé. Il le dit à sa fille en précisant qu'il ne l'a pas suspendu parce qu'il avait mouillé. Il l'a suspendu et c'est tout. On fait souvent des choses qui nous dépassent. La lecture n'est pas plus magique que l'on soit artiste ou autre chose. Elle est magique. Ce qu'elle nous apporte n'est pas majoré en émotions. Elle nous apporte un souffle universel, le souffle qui pousse et fait pousser les poussières d'œuvres dans l'atelier de l'artiste et qui pousse aussi parfois l'art dans l'espace littéraire. Merci de m'avoir écouté. Merci Noémie pour avoir lu les citations. Merci Francis pour ce riche panorama d'artistes et lecteurs et lectrices. Je me demandais si le fait d'interroger les artistes sur leur lecture orientait tes propres lectures et peut-être faisait évoluer ton rapport à tes lectures. Oui, évidemment, je dirais. Et en plus, j'ai ce défaut d'être assez bon public. Donc, j'ai envie de lire beaucoup de choses, j'ai envie de tout lire. Et j'achète beaucoup de livres. Il y a des choses, comment dire, je me dis, quand j'aime tel ou tel artiste, je me dis, ces lectures vont forcément te plaire, et en fait, c'est pas le cas. Mais c'est plutôt, quand je travaille sur des lectures d'artistes, je travaille aussi je regarde beaucoup son travail, et moi, je produis en même temps. Et c'est un peu le mélange de tout ça qui m'amène à lire des choses, à assembler les livres un peu, à les lire un peu en grappe. Et c'est plutôt dans ce sens-là que ça m'apporte quelque chose dans mon travail. Merci. Quentin, une question pour toi. Francis citait Julien Bismuth qui parlait d'amitié entre sa démarche et celle de certains écrivains. Je travaille depuis quelques années d'après la pièce Wojciech de Georg Büchner. Et ce travail a donné lieu à l'exposition Un puzzle blanc aux Beaux-Arts de Paris qui se poursuit aujourd'hui avec le projet qui s'appelle Portrait de Johann Wojciech en Arlequin. Est-ce que tu dirais qu'il s'est créé une forme d'amitié entre ton travail et l'écriture de Büchner? Oui, bonsoir. Oui, une amitié peut-être d'ailleurs qui est partie des manuscrits en fait du Wojciech de la graphie de Georges Büchner, des ratures, des bifures qui la composent, des 6 versions qui se répètent, se contredisent. Et ce manuscrit, en fait, a une histoire particulière. Il a été effacé par son premier éditeur, 50 ans après son écriture. Et donc, c'était ce texte à la fois que parfois on ne lit plus
pour le pli laissé par la plume sur le papier, l'encre ayant quasiment disparu. C'était cette espèce de manuscrit et cette graphie où le drame en fait était réduit à sa condition d'apparaître. Et c'est cette image-là, c'est ces feuillets qui ont effectivement avec lesquels en fait je suis oui en quelque sorte rentré en amitié. Et donc le travail que j'ai réalisé à partir de là, il prenait ces textes comme la texture d'un langage que dans cette exposition et dans les écrits qui ont précédé et succédé, j'ai essayé de mettre en forme et quelque part de mettre en scène une forme d'adaptation sculpturale, visuelle de ce texte dans sa forme et dans ce qu'il raconte aussi, mais ou dans sa dramaturgie, mais aussi dans sa matière. Et l'idée de cette exposition Un puzzle blanc était de rentrer dans la matière du langage et de donner à voir des grammaires et des orthographes fragmentés à l'image du personnage éponyme. Et de tenter de créer une forme de graphie spatiale qui puisse répondre de ces manuscrits. Merci beaucoup. Hélène, une question sur l'amitié également avec les textes. Tu développes avec Lola Eliakim un projet de lecture de ton roman Véron, enchâssé de textes des autrices féministes et anarchistes Emma Goldman et Voltairine de Cleyre. En quoi ces textes et ton roman sont-ils amis et quel sens donnes-tu à leur enchâssement? Bonsoir à toutes et à tous. Ces textes sont amis parce que je l'ai décidé. Je ne sais pas si eux me reconnaissent comme leur ami, mais moi, je les reconnais comme mes amis. Véron, c'est un roman de l'intime qui fait écho à une histoire universelle, celle du féminisme, qui est couplée à celle de l'anarchisme. Dans le livre, cette histoire universelle traverse la fiction sous différentes formes, donc des prises de parole de personnages secondaires, des tracts imaginaires qui sont insérés dans le texte, les discours fictifs qui sont retranscrits dans les dialogues, etc. Et tous ces morceaux de texte théorique me permettent d'établir un contexte politique. Néanmoins, dans la forme du récit que Lola Eliakim donne à lire, qu'elle met en voix, le récit est contracté. Et du coup, pour le contracter, je me suis plus portée sur l'intrigue que sur ses échos. Et donc, ces échos, on leur a donné une forme d'enregistrement fait par Lola, qui... On m'entend ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Voilà, des enregistrements qui font littéralement écho. Enregistrements de textes de Voltairine de Cleyre et Emma Goldman, qui sont des théoriciennes de l'anarchisme et du féminisme du début du XXe. Ça met une certaine distance avec le récit et en même temps, ça rompt pas avec mon intention romanesque, dans la mesure où c'est des formes littéraires qui sont disparates et que selon moi, raconter le féminisme, c'est s'appuyer sur à la fois la théorie et la pratique. Donc, une manière disparate de vivre et de raconter la lutte. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci. Adélaïde, pour cette résidence, tu poursuis ton projet Nuit lavande qui prend appui sur la nouvelle L'autre de Borges, qui est importante depuis longtemps dans ton travail, notamment parce qu'il est question de cécité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonsoir à tous. Merci Lison pour cette invitation et merci à Liane Acha aussi.
Donc oui, effectivement, je vais proposer de travailler sur cette pièce Nuit lavande que j'ai déjà commencé il y a quelque temps. Et c'est un travail qui a démarré avec une nouvelle, en effet, de Georges-Louis Borges qui s'appelle L'autre, qui est une nouvelle qu'on trouve dans le livre de Sable et dans laquelle Borges se rencontre lui-même plus jeune sur un banc. Et en fait, il va discuter avec lui-même plus jeune et se donner à lui-même plus jeune quelques informations sur sa vie à venir. Et notamment, il va parler de sa future cécité et qu'il va décrire comme une lente soirée d'été. Et cette image, en fait, voilà, il parle du jaune, des ombres et des lumières qu'il perçoit encore. Et cette description, en fait, très imagée de la cécité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup imprégnée. Voilà, donc qui m'a accompagnée sur plusieurs pièces que j'ai fait, notamment de capture de ciel. Cette analogie entre sa vue qui décline et un moment de la journée, une saison, c'est voilà, cette chose très atmosphérique comme ça, d'un paysage qui s'éteint très lentement. Voilà, c'est quelque chose qui a rejoint pas mal de choses dans mon travail. Et donc, notamment la pièce sur laquelle je suis en train de travailler, Nuit lavande, qui est également l'idée d'un ciel qui s'éteint. Donc voilà, d'où le point de départ. C'est vrai que aussi Borges, plus largement, m'a accompagnée sur mon travail depuis de nombreuses années. En fait, tout le travail de capture que je fais justement des ciels qui passe pas forcément par une capture, on va dire, mécanique, par exemple des couleurs, des lumières, mais qui passe plutôt par une sorte de perception en fait qui ne serait pas que visuelle, mais aussi peut-être je sais pas, sentimentale ou en fait une perception autre que visuelle en fait. Voilà, ça rejoint aussi pas mal de choses que j'ai retrouvées chez Borges, voilà. Merci Adélaïde. Ce sera une réflexion que tu pourras poursuivre, notamment dans le séminaire Lecture artiste et psychanalyse le 26 juin, auquel Julie et moi t'avons invité, Julie Mendes et moi. Ce sera avec les psychanalystes Moira Pirco, Valérie Lejar et Tristan Garcia-Fons, qui nous permettra d'examiner la lecture artiste sous le prisme de la psychanalyse. Nous avons également invité Émilie Pitoisé à ce séminaire. Émilie, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur la manière dont la psychanalyse et la lecture de psychanalyse nourrissent ta pratique artistique? Bonsoir, merci aussi pour l'invitation. Alors, la question est énorme. Je ne peux pas tout vous raconter en quelques minutes, mais disons que, en fait, il est vrai que la psychanalyse, en fait, je ne sais pas par quel bout prendre justement cette question, puisque en fait, je suis initiée à la psychanalyse depuis pas mal de temps, et particulièrement dernièrement, j'ai même repris des études, notamment en psychanalyse, et notamment dans la question plutôt de la recherche. Et ce qui m'intéresse, en tout cas moi, ce qui me semble très naturel pour moi, c'est effectivement l'étude. Alors cette fois-ci, c'était aussi cette chose quand on parle de lecture. Pour moi, il a fallu que je rentre dans une langue et que je comprenne aussi l'algèbre, par exemple, très chère à Lacan, et que forcément ces lectures sont devenues en fait un travail vraiment à la table, pour reprendre peut-être aussi ce que disait Léa. Par rapport au théâtre, ça me parlait assez sur cette manière, cette méthodologie de travail. Où voilà, et même un travail, je dirais, avec parce que en fait, du coup, de reprendre des études, j'étais inscrite en DEA, puisque j'ai déjà eu un DEA, enfin bref, justement dans l'idée de faire éventuellement un doctorat. Et donc, de là amène cette aussi pratique qu'a initié Lacan
de travailler en cartel, donc c'est aussi avec plusieurs psychanalystes. Et donc, participer à plein de groupes de recherche comme ça, et aller même en hôpital psychiatrique, etc. Bref. En quoi ça nourrit ma pratique? Alors, c'est à plein de niveaux. Disons que ce qui m'intéresse, la psychanalyse est problématique de toute manière, puisqu'elle est politique, à mon sens, puisque forcément, elle est là pour ne pas nous faire adhérer au même système, puisque nous sommes tous différents, et que l'idée, c'est de surtout pas aller vers une science ou une théorie. Et je trouve que le travail d'un artiste est assez, voilà, c'est le travail en fait et pas le travail forcément d'un artiste. Je vais dire, en fait, nos vies sont écrites sous avec la même manière, en fait. Mais en tout cas, la question peut-être plus par rapport à mon travail et pourquoi la psychanalyse m'a semblé toujours une pratique, en tout cas qui, moi, me convenait. Je ne fais pas faire l'apologie non plus, la psychanalyse, elle ne va pas à tout le monde, mais c'est sur la structure narrative. Et je pense que c'est ici la question qui m'intéresse le plus, notamment évidemment sur la question du savoir, donc aussi de ces, comment est constituée par exemple une névrose ou un cas clinique de psychiatrie plus avancée qui serait plutôt psychotique. Mais finalement, ce que j'aime aussi voilà, dans cette structure narrative, c'est que finalement, on a tendance à accepter la logique d'une réalité qui serait plutôt basée sur la névrosée, et que ça a été extrêmement enrichissant d'aller écouter la logique extrêmement logique du psychotique, notamment en hôpital. Et que, alors après, la question qui finalement vit plus la réalité. Enfin voilà, vous voyez, ça me permet en fait d'aller finalement aller dans des terrains extrêmement glissants, extrêmement à l'endroit du débat, parfois même des bras de fer, et c'est des choses qui m'intéressent, et je pense que de toute manière, c'est pas pour rien aussi que nous nous sommes rencontrés comme ça, Lison, par le fait que j'étais très intéressée par la lecture de Alain Robbe-Grillet. J'ai travaillé aussi avec sa femme, et j'ai beaucoup travaillé avec des écrivains aussi, et écrivaines, plutôt j'avais envie de vous dire des écrivaines, et que voilà, c'est une dimension de mon travail, même parfois qui n'est pas su, mais à laquelle je participe activement. Enfin, ça fait partie de ma vie en fait plutôt. Enfin, donc, bon voilà, ça fait un lot commun tout ça. Je ne sais pas si j'ai bien... C'est une question un peu piège, Lison. Mais tu t'en es très bien sortie, et surtout, ça nous donne envie d'assister à ce séminaire pour voir ce que la rencontre Donc, avec ces psychanalystes. Nous évoquerons, alors, en tout cas pour ma part, ce sera... donc, je vais mettre les pieds dans le plat avec Hamlet, hein, l'histoire d'y aller simplement. Ok, en relation avec ton groupe Ophélia. Ophélie, voilà. Ophélia. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant écouter la communication de Pauline Nobécourt intitulée « Traces de lecture artiste, la pratique de la notation ». Pauline Nobécourt est docteure en art, esthétique, pratique et théorie. Sa thèse, soutenue en décembre 2020, porte sur les influences littéraires et cinématographiques présentes dans l'œuvre de Marc Desgrands-Champs. Membre du comité de lecture de la revue Marge, Pauline est depuis 2016 chargée de cours à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Elle a également travaillé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Pauline, c'est à toi. Oui, bonsoir Lison et bonsoir à toutes et tous. Et merci pour ces quelques mots d'introduction. Donc oui, je vais faire une assez courte intervention sur la question des annotations de lecture. Donc ces remarques manuscrites notées en marge d'un texte qui accompagnent et soutiennent parfois l'action de lire. Le geste consistant à inscrire quelque chose dans un livre est une façon de le personnaliser et en même temps de s'approprier un objet qui se trouve imprimé à l'identique en des milliers d'exemplaires. En tant que trace matérielle d'une expérience vécue, celle de la lecture,
Les annotations apportent un témoignage de premier plan sur les réactions engendrées par le contenu de l'ouvrage considéré. Elles signalent chez le propriétaire du livre une volonté de se saisir de tel ou tel passage, relevé dans les marges et éventuellement commenté. Elles ont souvent pour fonction d'aider à se repérer avec plus de facilité dans le texte qui est ainsi balisé de signes indicateurs. On soulignera par ailleurs que cette pratique interventionniste sur le livre naît souvent d'une volonté de mieux maîtriser le texte lu, analysé et commenté par ces annotations personnelles. Lorsque ces commentaires ou ces annotations sont produites par des artistes et que l'on se trouve dans la position du chercheur ou de l'exégète, il est tentant de considérer ces traces non seulement comme le témoignage d'un certain rapport au livre, mais surtout comme des éléments susceptibles d'apporter un éclairage nouveau sur la pratique de cet artiste. Consulter ces annotations est une manière de prendre connaissance des idées qui viennent nourrir son travail. C'est en quelque sorte un raccourci méthodologique qui finalement permettrait presque de se dispenser d'aller chercher par soi-même quels éléments du livre ont pu marquer sa sensibilité, ces éléments étant pointés dans les marges du texte par l'artiste qui entreprend d'y noter ses réactions à chaud surgies à la lecture de tel ou tel énoncé. La curiosité peut pousser à vouloir prendre connaissance donc non seulement de ce que lit un artiste, mais aussi du paratexte qu'il élabore dans les marges d'un livre. Il y a lieu en effet de penser que les informations contenues dans ces marges sauront témoigner de sa réception du texte principal. Dans le même temps, les annotations qu'une lecture peut générer n'ont pas vocation à être lues ou déchiffrées par un tiers. Bien qu'écrites par des artistes, elles ne sont généralement pas considérées comme faisant partie de ce que l'on nomme les écrits d'artistes. Leur statut est plus confidentiel. Contrairement aux textes que l'on retravaille, que l'on affine et que l'on perfectionne en vue d'une publication, elles gardent quelque chose de brut. Ce dernier trait caractéristique en fait tout l'intérêt pour celui qui en prend connaissance alors qu'il n'en était pas le destinataire. On peut à ce titre faire remarquer qu'il y a une dimension presque intrusive à porter un regard extérieur sur les annotations prises par un artiste dans un livre qui lui appartient. Déposer à l'intérieur d'un tel ouvrage un message adressé uniquement à soi-même relève du domaine de l'intime. Sous cet angle, on serait tenté de considérer l'annotation comme un message que le lecteur artiste, pour reprendre la catégorie dont s'occupe notre collectif, s'adresse à lui-même sans prise en considération d'un point de vue tiers. Le système d'annotation utilisé appartient en propre à l'auteur de ce système qui en a lui-même établi le protocole et les codes éventuels, laissant à sa propre attention soit des pensées ou des réflexions liées à tel ou tel passage, ou encore des indications qui lui permettront de retrouver plus facilement un endroit du texte qui a su accrocher son intérêt. Alors, à partir de ces quelques remarques préliminaires, et aussi pour ancrer dans une expérience un peu plus concrète ces réflexions un peu générales sur le geste d'annoter un texte, je voudrais à présent convoquer quelques aperçus de la forme que peuvent prendre ces traces de lecture dans le cas d'un artiste contemporain français dont le médium principal est la peinture. Donc ça nous laissera le temps ensuite, je pense, d'ouvrir la réflexion de manière un petit peu plus large aux artistes du collectif qui sont avec nous ce soir et qui ont accepté de nous faire partager leur expérience sur cette modalité de lecture particulière. Donc l'artiste dont je voudrais dans un premier temps examiner le rapport à cette question de l'annotation s'appelle Marc Desgrandchamps. Il est né en 1960 et s'est fait connaître auprès d'un large public par une importante exposition au Musée d'Art moderne de la ville de Paris en 2010. Pour présenter et expliquer en quelques mots sa démarche, on peut tout d'abord noter que les premières peintures qu'il réalise datent de la seconde moitié des années 1980. Ce n'est pourtant qu'au début des années 90, donc avec l'apparition de la photographie dans son processus de travail, que vont être mis en place les procédés sur lesquels sa peinture se fonde encore aujourd'hui. On notera sur ce point qu'il a désormais recours à une pluralité d'images, de nature et de provenance diverses qui lui permettent d'élargir en permanence son répertoire iconographique. Donc il peut s'agir de photographies personnelles ou récupérées, d'images glanées sur Internet,
de reproductions trouvées dans des imprimés ou puisées dans la presse, ou encore d'arrêts sur images opérés dans des films. L'artiste utilise ces images comme point de départ pour élaborer une composition. Il les réinterprète picturalement en ayant recours, et c'est un autre trait caractéristique de son travail, à une peinture maigre, souvent très diluée, au point parfois de provoquer des écoulements à la surface de la toile. Donc, sa peinture est très nourrie par le cinéma, tout comme elle témoigne de l'assimilation d'un grand nombre de lectures, qu'elles soient philosophiques, historiques ou romanesques. Et c'est ce dernier aspect qui va nous intéresser plus particulièrement dans le programme de cette soirée, car la bibliothèque de Marc Desgrands-Champs a pour particularité d'être abondamment annotée par lui-même. Alors, à partir de quelques ouvrages choisis dans cette bibliothèque et dont je vous montrerai quelques pages, on se demandera dans quelle mesure ces annotations de lecture peuvent éclairer son univers pictural. Qu'est-ce que ces annotations de lecture nous apprennent des préoccupations qu'il transmet ensuite à son tour au spectateur à travers de ce qu'il peint? Et ces annotations permettent-elles d'avoir une meilleure connaissance de sa démarche et de son œuvre? Alors, ces quelques interrogations vont servir de fil directeur aux propos que j'ai essayé de développer ensuite, et dont il me faut aussi préciser que les éléments ont été repris du travail de thèse que j'ai soutenu en décembre dernier, qui portait précisément sur la question des influences littéraires et cinématographiques de cet artiste. Alors, les annotations de lecture contenues dans les ouvrages de sa bibliothèque pouvaient présenter, relativement à cet axe de recherche, un intérêt considérable. J'ai donc entrepris de documenter cet aspect indissociable de son rapport au livre. Ces exemplaires personnels comportent en effet de nombreuses annotations qui montrent à quel point la lecture s'affirme chez lui comme une activité préhensive par laquelle l'artiste cherche à s'emparer de certaines formulations qui sont retenues et pointées par des interventions graphiques en marge du texte principal. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, la sélection d'images que j'ai faite pour illustrer mon propos a entièrement été établie à partir d'ouvrages présents dans sa bibliothèque personnelle. J'ai pris le parti de montrer des extraits qui me semblent venir éclairer de manière intéressante sa production picturale. Et la suite de mon intervention va consister à essayer de faire apparaître en quoi ces réactions manuscrites inscrites au crayon par l'artiste durant sa lecture rencontrent un fort écho avec les traits caractéristiques de son œuvre. Alors, on peut tout d'abord faire observer que la quantité et la nature de ces annotations peuvent dépendre de l'ouvrage considéré. Elles se résument dans un grand nombre de cas à des accolades inscrites au crayon dans les marges pour mettre en évidence certains passages avec, sur certaines pages, de très brefs commentaires destinés à caractériser un élément ayant retenu son attention. Je voudrais m'arrêter plus spécifiquement sur une double page que vous avez ici, d'un ouvrage écrit par le peintre Bernard Dufour. Donc, cet ouvrage s'intitule « Le temps passe quand même ». Je vais vous lire une partie du passage qui a été entouré par des accolades. Alors, ce matin de l'automne 1973, ma photo de l'eau potable nous occupe. Je l'ai faite en arrivant sur le cause du Larzac pour le rassemblement anti-armé de l'été 1973. Après cela publié en octobre 1978. Sur la planche contact de la petite image de 24 sur 36 mm, laisse à peine comprendre la forme de la tonne et déchiffrer la singulière inscription. À travers le souvenir de ce qu'elle est censée montrer, cette image blanchâtre et transparente m'intrigue tant que je l'agrandis au labo et réussis une épreuve qui me montre soudain, non vue à la prise et imperceptible sur la planche contact, un chien. Il envahira plus tard plusieurs peintures. Un chien que je n'avais ni vu ni voulu photographier, il surgit révélé, en plus de l'eau potable et de sa tonne, les seuls moteurs de ma décision impétueuse de déclencher l'appareil de prise de vue. Alors, pour comprendre la portée de cette anecdote, il va me falloir convoquer un autre texte, cette fois-ci écrit par Marc Desgrands-Champs. En 2010, il contribue à une publication consacrée à Bernard Dufour par un court texte que je voudrais rapporter ici presque entièrement. Cela nous permettra de comprendre en quoi l'anecdote rapportée précédemment par Bernard Dufour rencontre des préoccupations auxquelles Marc Desgrands-Champs est lui-même attaché. Donc, je vous lis ce passage.
C'est l'été 2002. Je suis dans le sud de l'Italie. La chaleur est torride. Je longe un mur en parpaing. Il est couvert d'inscriptions. Je n'y prête aucune attention car ce qui m'intéresse est la pinède s'étendant de l'autre côté. Par une trouée dans le béton, je vois apparaître un arbre à l'écorce claire, aux rainures très dessinées. Je le photographie. Plus tard, je rentre en France, la pellicule est développée, je regarde les photos. Celle de l'arbre semble permettre la réalisation d'un tableau. Je commence à peindre. En travaillant, j'examine plus attentivement les mots écrits sur le mur. Ils sont coupés par le cadre et je lis W. Aden. En Italie, W est l'abréviation de Viva. Je comprends avoir photographié partiellement le slogan Viva Ben Laden. Je rêvais à Böcklin, sa Méditerranée mythique, et c'est soudain l'esprit du temps qui passe en un éclair. Je pense à ce chien qui envahit certains tableaux de Bernard Dufour au cœur des années 1970. Il surgit d'une photo prise sur le causse du Larzac, lieu de rassemblement et de contestation à l'époque. Ce chien invisible, à l'instant de la prise de vue, apparu au développement puis à l'agrandissement du cliché, fut la source de ce que Bernard appela le non-vu. J'y repense en inscrivant sur la toile un W suivi des lettres Aden. Elles sont la matérialisation d'une histoire qui, tel le chien du Larzac, se manifeste à l'état des traces imperceptibles au sein de la représentation. Une fois repérées, ces traces deviennent la matière même dont les tableaux se font. Il ressort donc de la lecture de cet ouvrage de Bernard Dufour, donc artiste au sujet duquel il convient de préciser que Marc Desgrands-Champs l'a rencontré et l'a même longtemps côtoyé. Donc cet ouvrage a nourri ses propres réflexions sur son art et par extension le discours qu'il peut être amené à développer autour de sa pratique. Alors, le deuxième ouvrage que j'ai retenu pour cette présentation est un roman de Patrick Modiano qui s'intitule Villa Triste. La première édition de ce livre date de 1975. Marc Desgrands-Champs l'a lu pour la première fois en 1978, il a alors 18 ans. Son exemplaire personnel comporte un certain nombre de formules très concises qui sont rapportées en haut de page, relatives au contexte dans lequel se situe l'intrigue, au tout début des années 60, ainsi qu'il le note en haut de la page 21, ou encore à des traits de caractère du personnage principal. L'artiste a ainsi relevé sa maladresse ou encore son insolence comique. On relève également des indications sur la vie que mènent les protagonistes du roman, l'atmosphère de Dolce Vita et les moments d'ivresse que connaît le héros qui raconte comment s'est passé le plus beau jour qu'il ait vécu. Dans le même temps, il reste en permanence sur le qui-vive, prêt à partir d'un instant à l'autre. Les moments d'insouciance vécus par le narrateur de cet ouvrage, qui trouve refuge dans une station thermale en Suisse, sont ternis par le surgissement continuel de signes évocateurs d'un conflit militaire. De graves événements se produisent en même temps dans le monde et se rappellent insidieusement à la conscience du narrateur, poursuivi par un sentiment d'insécurité qui se superpose aux instants heureux qu'il partage avec ses compagnons. Très vite s'introduit dans l'histoire comme une dissonance entre le cadre paisible où se passe l'action et le climat de tension éprouvé en sourdine. Cette dissonance a clairement été identifiée par Marc Desgrands-Champs, qui reprend en haut de page la formule ironique que le héros inscrit sur la photographie d'un article, donc les rois d'un jour. Lui et ses compagnons viennent de remporter un concours d'élégance, et dans cette formule est fixé le souvenir d'un moment d'euphorie. Sur une autre page, l'artiste a noté qu'une ombre plane sur ces jours heureux, entremêlée d'une inquiétude sourde, étouffée. Alors, il est intéressant de constater que ce sont là des éléments de compréhension que l'on peut transposer au sujet des situations figurées dans les toiles de Marc Desgrands-Champs. Comme dans le roman de Modiano, ces peintures nous installent dans une trompeuse atmosphère de vacances, contrebalancée par des procédés picturaux qui déstabilisent le regard et rendent son univers moins univoque qu'on pourrait le penser à première vue. Pour citer quelques-uns de ces effets auxquels le peintre a recours pour montrer que notre perception du familier peut à tout instant basculer dans les tranchées et l'inquiétude, on pourrait mentionner la présence de concrétions colorées indéterminées, la transparence des figures, les ruissellements de la matière picturale ou encore les filaments blanchâtres qui viennent strier certaines toiles exécutées en 2016.
Ces procédés introduisent dans les toiles quelque chose de létal, alors même que les figures monumentales qui occupent souvent le centre de la composition sont de banales figures de promeneuses que l'on aurait plutôt tendance à associer à une certaine forme de légèreté. Soulignons également que certains motifs iconographiques très connotés se glissent parfois à l'intérieur du tableau, comme par exemple cette fumée de mauvais augure que l'on voit s'échapper d'un volcan, nous laissant imaginer qu'il reprend soudain son activité. J'ai également entrepris au cours de mes recherches de parcourir les ouvrages de sa bibliothèque traitant du cinéma de Michelangelo Antonioni, qui occupe une place majeure dans le réseau de références qui ont marqué son travail. Parmi toutes les annotations que renferment les ouvrages parcourus, je souhaiterais vous faire partager quelques passages qui présentent un intérêt certain au regard de la manière dont Desgrands-Champs envisage ses propres tableaux. Le premier d'entre eux est une déclaration d'Antonioni qui est soulignée par Marc Desgrands-Champs, donc que je vous cite. « Ce qu'on appelle ordinairement la ligne dramatique ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, les histoires sont ce qu'elles sont. Au besoin sans début ni fin, sans scène clé, sans courbe dramatique, sans catharsis. Elles peuvent être faites de lambeaux, de fragments, déséquilibrés, comme la vie que nous vivons. » La mise en crise de la narration qu'on observe dans les films d'Antonioni, leur défiance à l'égard des ressorts dramatiques traditionnels, marque une rupture avec la continuité narrative sur laquelle se fondent les scénarios classiques. La remise en cause de cette continuité, dénoncée comme factice, aboutit à une perception éclatée et parcellaire du réel. Le cours des choses apparaît dans cette perspective comme une succession d'événements dispersés qui ne suivent aucun schéma d'ensemble cohérent. Cela recoupe la façon dont Desgrands-Champs rend compte du réel, comme en témoigne par exemple le propos suivant au sujet de ses propres tableaux. « Je les vois plutôt, nous dit-il, comme les restes épars d'une réalité brisée, morcelée, une réalité dont je tente de recueillir les fragments à partir de ce que je perçois. » Alors, à l'appui, il vaut la peine de convoquer également une observation faite par Marc Desgrands-Champs en écho à ce qu'écrit Antonioni au sujet du caractère finalement facultatif et second de l'événement dramatique, qui vient toujours en plus. Cela conforte là encore cette idée qu'une œuvre n'a pas nécessairement besoin de s'appuyer sur une trame narrative identifiable, faite de rebondissements et de péripéties pour être en phase avec la réalité. J'ai évoqué jusqu'ici des situations où une communauté de pensée s'établit entre la personne qui lit d'une part et l'auteur de l'ouvrage d'autre part, mais il arrive aussi que des divergences apparaissent, ce dont peuvent témoigner les annotations. On rencontre un tel cas de figure. On rencontre un tel cas de figure au cours d'un entretien retranscrit dans les écrits d'Antonioni, où ce dernier déclare « L'imitation, c'est la mort pour un artiste ». La réaction d'opposition très nette que cette phrase a déclenchée chez Marc Desgrands-Champs nous apporte une précieuse information concernant sa propre position sur ce sujet. Alors, il me reste une dernière chose à mentionner avant de conclure, c'est que certains des passages encadrés ou soulignés par Marc Desgrands-Champs lui servent ensuite dans ses collages. C'est ainsi qu'elle s'est emparée d'une célèbre formulation tirée du livre des passages de Walter Benjamin. Donc, ce passage, c'est le suivant. « Ce travail doit développer à son plus haut degré l'art de citer sans guillemets. La théorie de cet art est en corrélation très étroite avec celle du montage. » Donc, ces mots sont cités et rapportés dans un collage réalisé par l'artiste il y a quelques années. Alors, je n'ai pas la date exacte. Donc, un certain nombre de ces collages font ainsi intervenir des bribes de phrases repérées lors de ces lectures par Marc Desgrands-Champs, qui se réfèrent par exemple dans une autre composition à l'exercice que Claude Simon conseillait à tout écrivain en panne d'inspiration, à savoir sortir dans la rue, marcher 200 mètres, rentrer chez eux et entreprendre alors d'écrire et de décrire tout ce qu'ils ont vu, pensé, rêvé, remémoré, imaginé, etc. pendant cette promenade. Donc, ces recoupements qu'on a effectués entre les annotations de Marc Desgrands-Champs et les enjeux qui énervent son œuvre tendent à montrer qu'il est instructif de mettre en corrélation les lectures d'un artiste avec son travail. Il ressort que les annotations apportent des indications précieuses car elles permettent d'identifier les points qui interpellent et sollicitent l'attention de l'artiste au moment de sa lecture. C'est en ce sens que l'on peut penser tenir là un champ de recherche fécond, susceptible d'apporter un éclairage complémentaire sur une pratique artistique.
Alors, les quelques éléments que je viens de présenter ne visent qu'à engager une réflexion qui demanderait à être poursuivie et étendue à d'autres démarches artistiques individuelles ou collectives. Au-delà des préoccupations artistiques dont j'ai essayé de rendre compte, il y a lieu de se demander ce qu'il en est chez d'autres artistes. Il nous semblait donc important d'ouvrir le débat plus largement aux artistes du collectif qui nous feront, je l'espère, partager la manière dont eux-mêmes utilisent la notation au cours de leur propre lecture. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous propose d'entamer la discussion autour de cette question. Du coup, ma première question s'adressait à Mélanie Delattre-Vogt, qui est artiste et qui s'exprime principalement par le dessin. Donc, les sujets évoqués dans ton œuvre, Mélanie, puissent très souvent dans tes lectures. Tu as par ailleurs entrepris une thèse de doctorat avec un sujet de recherche qui est aussi un sujet de dessin dans ta pratique artistique. Ce motif, c'est le nuage, que tu as aussi souvent l'occasion de croiser durant tes lectures personnelles. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette recherche, sur la place aussi, et sur la place aussi de la notation dans ton rapport au livre, et nous faire partager donc ces nuages que tu as pu rencontrer au fil de tes lectures? Bonjour à tous, enfin bonsoir, vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui, oui, oui. Tout d'abord, merci Pauline et merci à tous de m'accueillir dans ces discussions et ce très beau projet que du coup je découvre un petit peu en même temps. Donc en effet, je suis artiste et assez centrée sur le dessin. Il se trouve que la lecture a toujours innervé en fait ma pratique depuis les premières séries de dessins que j'ai réalisées en regard de texte. J'ai aussi une pratique de la musique. J'ai une double formation de musicienne, donc il m'est arrivé de faire des installations où je lisais des passages de texte qui pouvaient être à la fois des extraits de manuels de congélation comme des extraits de Hélien ou de Lucrèce. Plus récemment, il m'est arrivé de trouver des textes qui pouvaient être des titres d'exposition, des titres d'œuvres, comme chez Pessoa avec une phrase « Je ne crois pas au paysage », qui est devenu le titre d'abord d'une série de dessins, puis après une exposition en tant que telle. Plus récemment, c'est chez Michel Léris que j'ai trouvé un titre d'exposition avec juste cette invitation à voyager. En route, ce matelas sert de valise qui vient d'un rêve qu'il avait fait et retranscrit. Voilà pour une petite introduction avant de vous parler du fait effectivement que j'ai entrepris une thèse en art pratique et théorie sur le nuage et plus particulièrement sur le contour du nuage, le nuage étant un prétexte à une réflexion sur le contour, le fait de cerner un motif par sa forme, avec le paradoxe du nuage qui est une forme mouvante, donc complexe à saisir, et pourtant on a tous, quand on évoque l'idée du nuage, une forme de nuage qui nous apparaît mentalement, alors même que le nuage n'a jamais a priori deux fois la même forme puisqu'il est en constante métamorphose. Et depuis que j'ai décidé de faire cette thèse, que je réalise donc à la fois par un travail, un corpus scientifique de textes, d'analyse théorique de l'art sur ce sujet, mais également de livres abordant le sujet des nuages en histoire de l'art, en politique. J'ai entrepris de relire ma propre bibliothèque en cherchant des nuages à travers les ouvrages que je possédais déjà. Donc, par exemple, je vais relire plutôt des œuvres littéraires parce que chercher des nuages dans des livres qui traitent déjà de ce thème, bon, ce serait trop facile. Donc, pour vous donner un petit exemple, en ce moment, je suis en train de lire Crime et Châtiment de Dostoïevski.
Et ce que je disais à Pauline, c'est que je traque en fait les nuages. Donc j'ai toujours en esprit que peut-être je vais rencontrer des nuages et peut-être qu'ils révéleront quelque chose sur cette œuvre, l'œuvre que je suis en train de lire ou l'œuvre plus générale de l'auteur. Et ce qui est amusant, par exemple, pour le cas de Dostoïevski, dans le premier volume de Crimes et Châtiments, pour l'instant, je n'ai trouvé aucun nuage. Et la seule occurrence du nuage, c'est pour dire qu'il n'y en a pas le moindre dans le ciel, pas le moindre nuage dans le ciel. Donc je trouve ça très intéressant d'être tout à fait attentive à la lecture, de trouver tout un tas de choses à cerner. Et c'est intéressant en même temps de voir si des nuages vont se dessiner, s'il y aura un contour de nuage, est-ce que ce sera un nuage totalement anecdotique pour juste placer une situation, ou est-ce que le nuage aura une fonction un petit peu plus dramatique en fait dans l'histoire. Donc peut-être qu'il y aura tout d'un coup des passages avec beaucoup de nuages, je ne sais pas. Il y a un suspense aussi qui va se dessiner par rapport à cette traque de nuages. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une description d'un ciel très nuageux. Alors la façon dont je prélève ces nuages, simplement j'encadre le mot nuage. Et je me suis rendu compte tout à l'heure que c'était un petit peu ce que je faisais quand je sors dehors, ou que je regarde par la fenêtre. En fait, je ne peux pas m'empêcher de faire attention aux nuages qui se dessinent dans le ciel. Alors, parfois, le ciel est complètement bouché, et donc on ne voit plus les nuages parce qu'il y en a trop. Parfois, le ciel est si bleu qu'il n'y a pas un seul nuage dedans, un peu comme dans ce livre de Dostoïevski. Mais en général, quand il y a une forme de nuage intéressante, avec un contour intéressant, en général à peu près 100% du temps, je ne peux pas m'empêcher de prendre simplement le téléphone et puis de faire une photographie de ce nuage qui m'a happée. Finalement, dessiner un rectangle autour du mot nuage, c'est un petit peu comme finalement réaliser un rectangle photographique, capturer en fait le nuage qui est sous les yeux. Pour juste terminer cette micro-intervention, que je ne veux vraiment pas longue pour pas prendre le temps de cette conversation que nous faisons tous. Il y a des auteurs où il y a beaucoup de nuages et où justement ces nuages peuvent être un petit peu moins juste décoratifs, mais vraiment avoir une présence au niveau de l'action, ou en tout cas de ce que le personnage ou l'auteur peut projeter dans ces nuages. C'est le cas par exemple de Strindberg. Dans Inferno, il y a souvent l'occurrence du nuage qui revient. Et pour ceux qui ont peut-être lu ce texte, on sait qu'il y a beaucoup de descriptions de visions. Notamment, par exemple, il y a tout un passage sur les oreillers où on voit avec la forme des oreillers se former des statues antiques, des têtes de Zeus, pour ainsi dire. Et c'est cette dimension aussi qui m'intéresse de projection à travers le nuage d'une autre forme, ce qu'on va appeler les paréidolies. C'est-à-dire qu'on voit un nuage et par le contour du nuage, on va projeter une forme analogique globalement. On voit une forme qui peut faire penser à un lapin, un ours ou toutes sortes de choses. Et parfois, on va retrouver cette dimension-là, c'est-à-dire qu'à travers un ciel, à travers des nuages, des formes de nuages, l'auteur va aller projeter quelque chose d'autre, une analogie, et c'est ce qu'on va retrouver en l'occurrence chez Strindberg. Donc là, le mot nuage sera encadré, mais il y aura un petit peu plus de notation à côté de ces passages pour faire une sorte d'inventaire, en tout cas, de ces descriptions. Voilà. Merci Mélanie. Pour poursuivre sur la question des annotations, je voudrais interpeller Théo et Zoé, parce que Noémie et moi, nous savons que vous annotez certains de vos livres parce que vous nous en aviez prêté au moment de la préparation de notre entretien sur la radio Du en juin dernier, qu'on peut encore écouter sur le site de Du, et Clément va partager le lien dans le chat. Certains livres étaient annotés et d'autres non. Du coup, on se demandait, Pauline et moi, pour quel livre particulièrement vous ressentez le besoin de laisser des remarques ou des notes personnelles. Pourquoi certains livres étaient annotés et d'autres non? Pour ma part, ça a commencé plutôt de la
pratique de la lecture, et c'était plutôt pour rejoindre la lecture collective dont on parlait tout à l'heure. En fait, je faisais ça avec une amie il y a très longtemps. C'était une manière de se passer le livre et de se répondre, avec ses annotations et de voir ce que l'un et l'autre avaient remarqué. Et en fait, j'ai continué à faire ça, pour d'abord me souvenir de passages, qui m'intéressaient, et aussi, comme je l'ai dit, à l'émission, j'ai une pratique parfois difficile de la lecture où je suis un lecteur très, très lent, et en fait, ça me permet aussi de suivre le cours du livre et en fait de cheminer, sans perdre le fil et en étant vraiment, conscient de toutes les phrases et tous les paragraphes qui m'intéressaient et de les retenir. Et maintenant, quand j'ouvre les livres dont j'ai envie de me souvenir pour, tel ou tel projet, je me rappelle presque instantanément en lisant ces petits paragraphes. Et donc comme ça l'a fait pour vous, en fait, j'avais pas du tout, je me rappelais plus que je faisais plus attention que j'annotais, et en fait, vous me le faites remarquer maintenant, et donc je vois que la passation comme ça se poursuit. Et toi, Et Zoé? moi, du coup, c'est assez différent de Théo, je pense. Moi, je stabilote beaucoup de livres, je pense autant de romans que d'essais ou de poésie. Et plutôt, bah, si toujours dans cette optique de se souvenir de quelque chose qu'on a lu il y a un moment et de pouvoir y revenir dessus plus tard. Et quand je démarre un nouveau texte ou un nouveau projet, c'est vrai que j'aime bien sortir les livres qui peuvent me faire penser à ce à quoi je suis en train de travailler et m'en entourer et pouvoir réouvrir des pages un peu au hasard et retomber justement sur ce que j'ai pu stabiloter. Et c'est ce que j'ai fait par exemple pour le texte à partir duquel on va travailler avec Théo, Caramel. J'ai retrouvé le manifeste des espèces de compagnie de Donna Haraway et du coup j'ai pu me replonger dedans à travers ces zones stabilotées. Et aussi, étant donné que j'ai exploré pas mal la forme de la fanfiction et que souvent des personnages ou des références de textes deviennent un peu des personnages ou des moments de certains de mes textes, des inserts, quoi. C'est vrai que j'utilise ça comme ça. Par exemple, Donna Haraway, son chien Cayenne est devenu un personnage du texte de Caramel. Au même titre que Stupide, parce que j'avais aussi mon chien Stupide de Fanté et Copain des chiens de la collection Copain. Et donc sont aussi apparus à l'intérieur de ce texte. Merci Zoé. Donc, on pourra découvrir le travail que vous aurez fait autour du texte Caramel dont tu viens de parler pendant les journées d'études des 4 et 5 mai à l'INHA. Pauline, est-ce que tu veux prendre le relais pour la suite des questions sur les annotations? Oui, oui. Alors, les notes prises dans un livre sont parfois de l'ordre de l'intime, mais Émilie Perrotto, tu partages tes notes très largement en les publiant sur Internet dans le glossaire des spécialistes de la situation sculpturale. Pourquoi ce glossaire et pourquoi partager les notes prises lors de tes nombreuses lectures? Alors, merci Pauline pour cette question et puis merci à la lecture artiste pour l'invitation. Donc, pour répondre à la question, je vais rebondir sur ce que Judith Espinasse disait tout à l'heure. Parce que Judith, tu as parlé du fait que tu enregistrais dans ta mémoire en recopiant des passages de livres, donc ces passages, et que cette copie pouvait même aller jusqu'à quasiment tout le livre. Et je me suis beaucoup retrouvée dans cette pratique parce que avant même de parler de comment je partage les fragments de mes lectures sur le net, d'abord, j'ai commencé par recopier des parties à l'ordinateur et j'ai compris que recopier des extraits de texte, c'était pour moi les comprendre, donc les prendre avec moi, en fait, et ne pas... et j'annote pas, en fait, du tout les livres, vraiment pas, parce que j'aime bien aussi, à force de vous écouter tous et toutes là, je comprends aussi que pour moi, ce qui est important, c'est qu'un livre, ça reste un outil neutre, et que quand je me replonge à l'intérieur, je le redécouvre toujours d'une nouvelle façon. Donc, c'est important aussi que ce que j'en prends avec moi, ça soit en dehors de l'objet livre. Mais donc, pour répondre à la question, en fait, j'ai pris conscience que ça fait 14 ans que je fais ça. Et qu'il y a 14 ans, j'ai commencé
à prendre des fragments des livres que je lisais, à les recopier sur mon ordinateur et à me nourrir un blog que je tenais à l'époque. Et ce n'était pas du tout un blog qui était destiné vraiment à partager avec un public, mais plutôt c'était un blog qui était un outil de travail pour moi, parce que ça me permettait de classer des articles sous forme de libellés, d'organiser une pensée et aussi de partager avec mes interlocuteurs via tout simplement les hyperliens des articles, des choses que j'avais envie de partager pour travailler sur une expo ou bien avec des amis ou des artistes et aussi petit à petit avec les étudiants avec lesquels je travaille. Et puis, en 2016, j'ai soutenu une thèse de doctorat dont le titre est « La sculpture contemporaine envisagée comme une situation, mode de production, usage et objet ». Et à l'issue de cette thèse, en 2017, j'ai créé un groupe qui est le groupe des spécialistes de la situation sculpturale. Et donc, en fait, c'est tout naturellement qu'avec les spécialistes, on est parti du travail de thèse que j'avais effectué pour travailler à définir ce que nous nommons la situation sculpturale. Et donc, pour nourrir cette définition, ça a été aussi assez évident de reprendre des méthodes de travail que j'avais adoptées pendant la thèse, et puis des méthodes de travail qui sont aussi les miennes en tant qu'artiste et en tant que sculpteur. Donc, finalement, on a repris cette façon de découper des fragments de lecture et de les mettre en lien. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, tout simplement, et ce qu'on continue à faire, ce que les spécialistes font, c'est que sont mis en ligne des fragments de lecture sur un site dédié. Et ces fragments de lecture fonctionnent avec un système d'hyperliens. Et ces fragments de lecture qui fonctionnent sur un système d'hyperliens, en fait, sont utilisés comme des définitions des mots qui nous occupent et qui sont les mots que nous utilisons dans notre pratique de spécialiste de la situation sculpturale. Donc, pour dire les choses en clair, en fait, on construit un glossaire. Ce glossaire, c'est un chantier perpétuel parce qu'au début, il était composé de quelques mots qui semblaient évidents, comme évidemment sculpture, situation, espace, je ne sais pas, acier inoxydable. Et puis, petit à petit, ce glossaire, il s'enrichit de mots, autant qu'il s'enrichit de fragments de lecture et autant qu'il donne différentes acceptions des mots qui composent ce glossaire. Et ce qui me semble important aussi, c'est que ces fragments de texte dont je parle, ça va être autant des fragments de texte qui vont être issus d'ouvrages qui traitent d'économie, d'histoire, de philosophie, d'anthropologie, de sociologie, mais ça peut être beaucoup de romans noirs, beaucoup de fiction, et tout est abordé de la même façon et tout a la même importance pour les spécialistes de la situation sculpturale. Et donc, ce qui me semble aussi important, c'est que finalement, je pense que la raison première qui nous pousse à mettre ces fragments de lecture en ligne, c'est que donc, ces fragments, on les organise sur un site dédié, comme je l'ai dit, qui fonctionne par un système d'hyperliens et qui constitue petit à petit un espace sur Internet, qui constitue un territoire qui est en constante expansion et qui est une forme plastique. Et ça me semble vraiment une des choses qui est la plus importante dans ce partage, c'est que on partage certes une partie du contenu de nos lectures, mais surtout on construit un espace. Voilà. Okay. Merci à toi, Émilie. Et pour rebondir et revenir un petit peu sur la question des annotations, donc la façon d'annoter les livres peut se constituer au fil des lectures en un système d'annotation bien défini, répondant à certaines règles. Noémie, tu annotes énormément tes livres et tu as tout un système de notation, de post-it et de pages cornées. Est-ce que tu pourrais nous montrer à quoi ressemble un livre annoté, par exemple L'Innommable de Beckett, et avec lequel tu travailles, je crois, en ce moment? Oui, alors j'annote, merci pour ta question, Pauline. J'annote effectivement beaucoup mes livres, je les sature en fait, je les massacre parfois. Je les corne moins que je ne les souligne ou les post-it. Donc, je peux te montrer
Enfin, un exemple. Par exemple. Je ne sais pas si vous voyez en fait. C'est pas très très lisible, mais on voit les post-it. Ok. En fait, annoter, c'est une manière de rendre vivant ce que je lis. En fait, c'est réussir à faire un aller-retour entre l'objet texte et ma pensée, me créer mon imaginaire, une mise en relief sensible avec des sons, des images, des corps, des odeurs aussi parfois. En fait, mon œil lit avec ma main. Je ne peux pas lire sans un crayon pour noter des choses en marge du texte. C'est comme si je me réappropriais le texte, comme si je le recyclais aussi. Je le réécris à ma manière pour mieux le comprendre aussi. Je rebondis sur ce que Théo disait sur le fait de lire lentement. En fait, je m'aperçois que je lis beaucoup, mais très lentement. Et je pense que pour comprendre ce que je lis, mieux comprendre ce que je lis, j'ai besoin d'écrire. Quitte à réécrire la même chose qui est écrite par l'auteur, mais ça me permet de m'approprier le texte. Merci à toi. Pour terminer, on avait une image à vous montrer. Lison, je ne sais pas si tu pourras la faire partager. Je ne l'ai pas enregistrée de mon côté. Donc, en fait, c'est une image. Alors, Camille Joannès n'est pas là ce soir, mais elle nous a envoyé des images d'annotation qu'elle a prises pour le projet Spasme et Tortillement avec François Leroux, qui est une mise en lecture et en musique de nouvelles de Anouk Levin. Merci. Et elle souligne, encadre, note des réflexions sur la page elle-même ou voilà, sur des post-it. Et pour finir, on voulait poser une question à François Leroux, donc, qui est son acolyte pour ce projet Spasme et Tortillement. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur vos premiers échanges autour de ces nouvelles d'Anouk Levin? Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je suis curieux et j'ai pris plein de notes de ce que vous êtes en train de dire. Je trouve que c'est très beau et que c'est très inspirant. Effectivement, on a commencé depuis peu à travailler sur des textes de Anouk, notamment Histoire sentimentale sur un banc public, parce que moi aussi je suis un être humain, 12 vengeances et autres sketchs, ou que d'espoir, qui est un cabaret, me semble-t-il. Et pour l'instant, on a fait uniquement 2 sessions, vraiment de lecture et de choix de texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui se dessine, c'est que l'exercice même de la lecture révèle des strates qu'on n'imaginait pas l'un comme l'autre. Parce que dans l'exercice de la lecture pour Camille et dans l'exercice de la composition pour moi, on ne la pense pas pour une pratique en tant que telle, mais pour un acte, et qui nous encourage à aller chercher dans des interstices d'intention en s'inspirant de démarches assez hybrides comme celle de Samuel Paty ou de Kachadjian ou de Ilsenrath, et de travailler à cet interstice qui n'est ni de la déclamation, ni une performance théâtrale à proprement parler, mais de la lecture au sens le plus pur du terme. Et l'exercice de la lecture pour Camille et l'exercice de la composition et de l'accompagnement pour moi, c'est le début. Donc c'est vraiment de l'expérimentation, c'est de la recherche, mais ce qu'on peut déjà voir, c'est que ça remet en perspective la nature de nos pratiques respectives, ce qui est très excitant. Voilà. Merci beaucoup François, je suis ravie que tu aies rejoint cette aventure de cette résidence
Voilà, on arrive au terme avec 1 minute d'avance, parfait timing. Donc, je suis très heureuse de vous avoir entendus tous et tous. Et je me réjouis de poursuivre toutes ces pistes lancées ce soir et ces aperçus de vos projets respectifs et chantiers de recherche ouverts. Voilà, si vous voulez prendre la parole, c'est le moment. Voilà, je ne vois pas de main levée, donc je vais vous remercier beaucoup pour cette soirée. Et... Lison, si je peux me permettre d'interrompre, je voudrais tout simplement prendre quelques secondes pour souligner l'immense travail de coordination que tu fais pour ce projet, qui est apprécié. Voilà, je suis un peu, forcément, je me sens un peu distant par rapport à l'organisation, vu entre autres les considérations géographiques, mais je sais que donc, beaucoup de ce qui fonctionne bien déjà dans le projet s'explique par ton engagement. Donc, je voulais quand même publiquement le souligner d'entrée de jeu. Merci. Bravo. Bravo à vous et à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.